La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h12, Stéphane, votre invité est économiste et les lecteurs de l'opinion connaissent bien ses chroniques. Bonjour Emmanuel Combes. Bonjour Stéphane. Ancien président de l'autorité de la concurrence, professeur d'économie, vous êtes également senior advisor pour l'agence Image 7. François Bayrou qui sollicite un vote de confiance à l'Assemblée nationale, la gauche, les écologistes, le Rassemblement national, tout le monde a déjà annoncé qu'il voterait contre. On a le sentiment, Emmanuel Combes, que l'instabilité politique est en train de devenir la norme, aucune visibilité. Est-ce que c'est pas pour les entreprises le pire des scénarios ? D'abord, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et en effet, ce qui est malheureusement intéressant, c'est que l'instabilité politique, c'est pas seulement un sujet politique, c'est aussi et surtout un sujet économique. Toutes les études vous démontrent que plus vous avez des changements de gouvernement fréquents, moins vous pouvez réformer, moins il y a de visibilité, et plus à la fin, vous avez une croissance faible. Donc oui, l'instabilité politique, ça a un coût très concrètement économiquement. Un coût d'abord sur quoi ? Pour les entreprises, vous venez de le dire, en termes d'investissement. Investir, c'est se projeter dans l'avenir. Vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne savez pas ce qui va se passer dans 6 mois. On le voit d'ailleurs, l'investissement a décroché dès 2024. Secondement, les ménages se mettent à épargner. Épargne de précaution, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et puis surtout, vous l'avez dit, l'instabilité politique, ça a un coût en termes de taux d'intérêt. Et simplement un mot là-dessus, les taux d'intérêt, vous le savez, ont fortement augmenté, notamment sur la France à 10 ans. Alors, on est à 3,5%. On est à 3,5% et on flirte avec l'Italie qui est à 3,6%. Ce qui est intéressant, il faut le dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de dette en France, mais ce qui ne rassure pas les marchés, c'est pas le niveau de la dette. Parce que regardez, finalement, l'Italie à 135%. Oui, mais en Italie, il y a des réformes. Et pourquoi il y a des réformes ? Parce qu'il y a de la stabilité politique. Donc, au fond, le message important, c'est moins le niveau de la dette en tant que tel. C'est le fait que les marchés se disent, mais on ne voit pas d'ajustement budgétaire à horizon raisonnable. Est-ce que la France ne risque pas de devenir un repoussoir pour les investisseurs étrangers qui, au lieu de s'implanter chez nous, pourraient choisir d'autres pays européens ? Alors, repoussoir, le mot est peut-être un peu fort. Alors, néanmoins, on voit déjà dans les statistiques, une étude de la Caisse des dépôts, que depuis la dissolution, donc depuis 2024, vous avez des investisseurs étrangers qui, en fait, soit reportent des projets, soit arbitrent en faveur d'autres pays. Il faut bien penser que pour un investisseur non européen, c'est pas la France qu'il choisit. C'est l'accès au marché européen. Donc si la France est en difficulté, notamment à cause de l'instabilité politique, eh bien, elle pourra arbitrer, par exemple, en faveur de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie, où vous avez une stabilité politique plus grande. Donc oui, cela a un impact, et on le voit dans les statistiques, cela a un impact sur l'investissement direct étranger. J'insiste sur le mot repoussoir dans un pays où on veut systématiquement taxer les riches dès qu'on a un problème, où certains partis politiques appellent à creuser encore le trou dans lequel on est en train de s'enterrer. Ça, vis-à-vis de l'étranger, ça peut poser un problème. C'est clairement un repoussoir. Et je le répète, on voit tout cela dans les statistiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'instabilité politique est un sujet d'abord économique. Ça va se payer à la fin en points de PIB. Autre facteur d'incertitude, le commerce mondial. Là encore, on a l'impression que l'instabilité est en train de devenir la norme, car même lorsqu'il y a un accord conclu avec les États-Unis, Donald Trump revient à la charge. En Europe, maintenant, il a de nouvelles exigences et de nouvelles menaces. Mais c'est le problème, si vous voulez, avec Donald Trump, c'est qu'à peine l'encre séchée, il revient soit sur ses engagements, soit il ajoute d'autres engagements. Regardez ce qui s'est passé hier. C'est quand même assez hallucinant. Il engage une procédure sur les meubles importés au motif que les États-Unis importent trop de meubles de l'étranger. Nouveau sujet. Sur la tech européenne, on va peut-être y revenir Stéphane, on pensait, une fois l'encre séchée de l'accord du 21 août, qu'on avait sauvegardé notre législation sur le numérique, le fameux DMA, DSA. Et là, que nous dit Trump ? Il dit attention, s'il y a des obstacles à la technologie, à la vente aux services technologiques américains, alors j'envisage éventuellement des taxes. Sur la Chine, on parle maintenant de taxation jusqu'à 200% si la Chine n'exporte pas plus d'aimants en terres rares, etc. En réalité, il n'y a plus de règles du jeu. Ce que j'entends par règles du jeu, des règles de droit où la signature a une valeur. Donald Trump a des exigences dans le numérique, le DSA et le DMA, le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui encadrent les pratiques des géants de la tech. Il veut faire plier l'Union européenne. Est-ce qu'on va pouvoir résister, sachant qu'on a capitulé un petit peu vite dans les premières négociations ? Vous savez, moi j'ai une position assez dure. Je pense que dans une négociation, d'abord une négociation, c'est toujours un jeu répété. Qu'est-ce que ça signifie ? Si vous cédez dès le départ, par définition, vous céderez ensuite. Alors vous céderez vis-à-vis de qui ?
vis-à-vis des États-Unis, mais aussi, n'oubliez pas, vis-à-vis de vos autres partenaires. Je fais une parenthèse, mettez-vous à la place des Chinois. Ils se disent, si l'Europe a capitulé devant les États-Unis si facilement, nous pourrons également leur tordre le bras. Donc je pense qu'en réalité, il aurait fallu avoir une position beaucoup plus dure au départ. Vous dites qu'il aurait fallu, ça veut dire qu'on ne peut plus changer de position désormais. C'est compliqué une fois que vous avez signé. Et je pense qu'on avait les moyens. Pourquoi on avait les moyens? Vraiment en 2 mots. On avait les moyens, d'abord parce que on pouvait reprendre la rhétorique de Donald Trump. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut parler le langage de son adversaire. Que nous dit Donald Trump en 2 mots? Il nous dit « Le commerce mondial est déloyal car j'ai un déficit commercial avec vous ». Très bien. En effet, les États-Unis ont un déficit commercial dans les marchandises. Eh bien, nous aurions pu dire à Donald Trump, nous avons un déficit commercial dans les services de 110 milliards de dollars. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'en reprenant même la rhétorique de Donald Trump, je vais, moi, me protéger. Et on avait donc un argument objectif et on avait surtout les instruments. Et notamment un instrument qui est un peu une arme nucléaire, qu'on appelle l'instrument anti-coercition. Car pardon, dire à un pays souverain, si tu ne changes pas ta législation, je te taxe, ça s'appelle en droit de la coercition. Nous avions cet instrument-là, je ne dis pas qu'il fallait l'utiliser. Il fallait à tout le moins nucléaire et que ça serait difficilement utilisable. Oui, mais le propre d'une arme nucléaire, c'est que ça fait quand même peur. Mais dès lors que vous n'avez pas voulu la sortir dès le départ, vous êtes en position de faiblesse. Et vous voyez, finalement, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, en ayant finalement signé sans menace, vous vous retrouvez aujourd'hui avec quoi? Avec un sujet qui revient sur la table, le DMA et le DSA. Pourquoi est-ce que l'Europe ne rentre pas dans le jeu de Donald Trump et ne se comporte pas exactement de la même façon en termes de négociation? Finalement, les exigences de Washington ont poussé l'Union européenne à sortir des règles de l'OMC. De toute façon, l'Europe, c'est bien la difficulté, n'est pas unie. On a quand même préservé un certain nombre d'intérêts, notamment et pas seulement les intérêts de l'Allemagne en termes d'exportation de voitures aux États-Unis. Est-ce que l'Europe pouvait faire mieux? Moi, je pense que le 15%, c'est en effet, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se rassure, parce que vous regardez la Suisse, alors la Suisse n'est pas l'Europe, elle se prend 39%, mais je pense qu'au départ, on aurait dû avoir une posture beaucoup plus dure. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout est, si j'ose dire, réglé. On peut peut-être encore négocier des exemptions. Enfin, c'est quand même hallucinant. Quelqu'un qui vous dit « Je lutte contre les déficits commerciaux car ils sont déloyaux ». Pardon, où est la déloyauté? Prenez l'exemple du luxe. Où est la déloyauté? Si nous exportons du luxe aux États-Unis, mais c'est pas déloyal, c'est simplement que les États-Unis ne sont pas présents sur ce segment. Où est la déloyauté? Si nous exportons des vins et des spiritueux vers les États-Unis, ça n'est pas déloyal, c'est que nous avons un avantage comparatif en Espagne, en Italie, en France. Donc si vous voulez, il y a un moment où il faut rentrer presque dans le langage de son adversaire pour lui dire mais où est la déloyauté? Est-ce que vous pensez que Donald Trump est en train d'acter la mort du multilatéralisme? Et pardon Stéphane, c'est déjà fait. Pour moi, le multilatéralisme est mort pour une raison très simple. Il est né en 1947 avec un article 1 qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée. Tu traiteras un pays et les autres pays de la même manière. Des tarifs réciproques, qu'est-ce que c'est? C'est un tarif pour chacun. Et le drame, c'est qu'il oblige l'Europe elle-même à violer les règles de l'OMC. Puisque l'Europe, maintenant, met des droits zéro sur les produits américains, alors qu'elle met des droits de douane sur les autres pays. De fait, le multilatéralisme est quasiment mort. Est-ce que ça veut dire que le libre-échange est mort également? Je vous pose la question, car c'est une table ronde à laquelle vous allez participer cet après-midi à la rencontre des entrepreneurs de France, organisée comme tous les ans par le MEDEF. Alors, le libre-échange n'a jamais existé, puisque le libre-échange, c'est des droits de douane à zéro partout dans le monde. Par contre, ce qui est en grande menace, c'est l'ouverture commerciale. Et je pense que si l'ouverture commerciale aujourd'hui est menacée, c'est parce qu'on n'a pas su la défendre. Notamment nous, les économistes. En ne défendant pas les valeurs de l'avantage comparatif, les vertus du libre-échange, les vertus de l'ouverture, on a laissé place à un discours consistant à dire la protection est toujours mieux que le libre-échange. Il faut aujourd'hui porter un discours raisonnable. En creux, on voit bien votre position. Est-ce que l'Europe doit finalement favoriser ses échanges avec d'autres partenaires? Je pense notamment au Mercosur. Mais bien sûr, moi je porte cette idée depuis longtemps. De toute façon, si on ne signe pas avec le Mercosur, un autre signera à notre place, et cet autre s'appelle la Chine. Et il faut surtout approfondir le marché européen. N'oublions pas que les Européens commercent d'abord avec les Européens. Il faut faire le grand marché, ça s'appelle le rapport Draghi. J'ajoute un chiffre, la balance commerciale européenne, elle a fondu de 30% au deuxième trimestre par rapport à l'an dernier, et pas uniquement à cause des États-Unis. Ouais, c'est logique parce qu'en réalité, tout le monde se protège, pas seulement les États-Unis. Le propre du protectionnisme, c'est dès lors que vous lancez une guerre, eh bien, vous avez un principe de riposte, de représailles, qui à la fin ne fait que des perdants. Vous savez, on a perdu la bataille des idées. La bataille des idées, c'est quoi? C'est de dire que le libre-échange, c'est gagnant. Alors que dans la logique de Donald Trump, qu'on appelle une logique mercantiliste, je gagne toujours contre
l'autre. Merci beaucoup Emmanuel Combe, professeur d'économie, ancien président de l'autorité de la concurrence, senior advisor à l'agence Image 7. Merci Stéphane. Merci à tous les deux Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie des 6h. Et je rappelle le nouveau rendez-vous de 6h40 dans cette matinale économique avec Nicolas Bouzou, l'économiste chaque matin. La chronique Un monde de progrès. Radio Classique, il est 7h23 bientôt, sans plus attendre. Et dans le plus châtié des idiomes, voici notre professeur de lettres classiques, Karine Dijoux. Et si on parlait français, le rendez-vous que la francophonie